suis François Gesse, j'ai dirigé une maison d'édition qui s'appelle La Découverte pendant plus de 30 ans. Et j'ai beaucoup publié de livres sur l'Algérie, sur l'histoire coloniale, sur l'Algérie contemporaine également. Et puis en tant que militant des droits humains, disons que je suis effectivement un des cofondateurs comme Omar de Algeria Watch, qui est une organisation qu'on a créée en 97. À l'époque, c'était les années de la sale guerre, vous vous souvenez, les années 80, enfin ce qu'on a appelé la sale guerre plus tard, dans la guerre que nous on a appelé la guerre contre les civils en Algérie, avec des violations des droits humains qui dépassaient tout simplement l'entendement et qui faisaient l'objet surtout de manipulation de l'information qui dépassait également l'entendement, ce qui nous a amené à nous mobiliser et à nous mobiliser jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, Algeria Watch tient à marquer l'anniversaire du coup d'État du 11 janvier 1992, qui reste absolument structurant pour comprendre l'Algérie et la situation algérienne jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est elle qui a ce coup d'État militaire qui a déclenché une décennie d'horreur et de guerre absolument terrible qui marque encore très très profondément la société algérienne. Un dossier qu'on pourrait dire historique, mais qui en vérité a une actualité très brûlante, c'est celui des réformes économiques et des réformes tout court, qui avaient été conduites par le gouvernement de Mouloud Amrouche entre 89 et 91. Pourquoi s'y intéresser aujourd'hui? Parce que d'une part, il y a comme une sorte de parallélisme curieux entre ces deux périodes-là, les périodes pré-89 et la période que vit l'Algérie aujourd'hui, où on a l'impression, d'une part, au plan du pouvoir, que le régime a beaucoup de difficultés à trouver des perspectives d'avenir. Il n'arrive pas à se mettre d'accord sur des futurs dirigeants. C'est que les difficultés que connaît l'Algérie aujourd'hui, que ce soit au plan économique, au plan social, au plan politique, trouvent finalement leurs racines dans ce qui s'est passé précisément pendant ces 2 années-là, ou plutôt un peu avant, pendant ces 2 années-là, et l'issue de ces 2 années-là, qui a été le coup d'État de janvier 92 et la sale guerre qui l'a suivi. Donc on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Algérie aujourd'hui si on ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé à ce moment-là. Les réformateurs entre 89 et 91, où là, tout d'un coup, il y avait une ouverture démocratique qui s'était faite en Algérie, qui était tout à fait inespérée, où ils ont fait ils ont pris toute une série d'initiatives pour essayer de contrer justement la déréliction complète de ce régime militaire qui était devenu une dictature. Et bon, malheureusement, on ne les a pas laissés faire, ils se sont attaqués au circuit de corruption. Mais le coup d'État de 92, une de ses motivations principales, c'était la crainte de ces généraux corrompus qui déjà s'accaparaient la rente à l'époque, n'est-ce pas, et largement, ça avait commencé au début des années 80, la crainte que les islamistes qui allaient arriver au pouvoir leur piquent leur rente, tout simplement. Donc c'était pour maintenir le magot qu'ils ont fait le coup d'État. C'était la motivation absolument principale. Et ça, moi, ce qui me frappe, c'est que dans les commentaires qu'on entend encore aujourd'hui en dehors de l'Algérie, mais même dans la presse algérienne qu'on peut lire tous les jours, francophone comme arabophone au demeurant, c'est complètement effacé. Ça n'existe pas. On parle de crise politique. Oui, c'est vrai, il y a une crise politique, tu viens d'en parler, mais c'est la crise politique de l'Algérie Potemkine, c'est-à-dire la façade qui a été construite très proprement pendant la sale guerre, et puis à partir de la fin de cette sale guerre, quand Bouteflika a été élu en 99, pour faire croire que c'est un vrai régime avec des vraies institutions, avec une vraie justice, des élections, etc. Les puissances occidentales ont un intérêt à ce que le régime algérien, tel qu'on vient de le décrire, continue. Alors pour comprendre le pourquoi de cet intérêt, il y a un point absolument central et clé qu'il faut d'abord avoir en mémoire, c'est que d'une certaine façon, depuis les années 80, depuis la fin de la période boumédienne, c'est comme si l'Algérie était redevenue une colonie française. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. C'est que dans toutes les négociations internationales, que ce soit au niveau de l'Union européenne, voire au niveau des Nations Unies, chaque fois qu'il y a un problème algérien qui se présente, tous les autres représentants des États se tournent vers la France en disant « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Sous-entendu, vous connaissez bien l'Algérie, n'est-ce pas? Vous avez été le colon pendant la puissance coloniale pendant 132 ans. Donc c'est vous qui savez, comme si l'Algérie n'était pas indépendante. Et alors là où ça s'aggrave, c'est qu'effectivement, la classe dirigeante algérienne, celle qui compose ce régime corrompu dont on vient de parler, elle a intégré ce rôle, au point qu'il y a 3 ans, je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans, il y a un colonel du DRS qui a dit à un journaliste français « Mais finalement, pourquoi vous ne nous soutenez pas plus que ça? Vous savez, nous sommes les nouveaux pieds noirs. » Waouh! Les gens qui sont à Club des Pins, à côté d'Alger, là où il y a toute la nomenclatura, se considèrent comme les nouveaux pieds noirs. Et on entend dire que ces gens-là, pour eux, le peuple, c'est des bougnoules, comme les pieds noirs racistes de l'époque traitaient le peuple algérien. Donc il y a une espèce de une situation complètement folle qui s'est créée et qui, du coup, surdétermine en quelque sorte
la position de la communauté internationale vis-à-vis du régime algérien, qui a été redoublée, alors depuis une quinzaine d'années maintenant, par les suites de septembre 2001, des attentats aux États-Unis, qui ont tout d'un coup fait, alors que quand même les généraux algériens étaient allés tellement loin dans la sale guerre, tellement loin dans la manipulation de la violence, notamment de la violence se réclamant de l'islam, tellement loin dans les horreurs qu'ils ont perpétrées contre leur peuple, qu'il commençait à y avoir des protestations. Y compris dans certains gouvernements, dans certains États occidentaux qui disaient non, c'est pas possible. Et puis tout d'un coup, le 11 septembre, alors là, terminé. Le régime algérien a déployé une propagande qui a été largement relayée au demeurant par les médias français, puis par les médias occidentaux sur le thème « Nous avons connu le terrorisme, personne ne nous aidait, nous avons mené notre lutte tout seul, et aujourd'hui notre expertise, elle est au service de ceux qui se battent contre le terrorisme qui a fait le 11 septembre aux États-Unis ». Et effectivement, on a vu se nouer à partir de là toute une série d'alliances vraiment très stupéfiantes, et puis surtout un discours de désinformation dans les médias français d'abord, occidentaux ensuite, pour la plupart, qui a relayé le discours de mensonge que la communauté internationale regarde l'Algérie, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Tous les gouvernements occidentaux, à commencer par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, mais de même, l'ensemble des États du monde, sont parfaitement au courant de la nature de ce régime, sont parfaitement au courant de qui commande, de qui fait quoi, de qui a fait quoi, de quels crimes ont été commis. Et néanmoins, cette communauté internationale, elle continue à couvrir des crimes de guerre, et puis ce qu'il y a eu, il faut parler de crimes contre l'humanité aussi. Et ça, personne dans la communauté internationale, comme on dit, ne s'est élevé pour dénoncer ces crimes. Donc il y a une espèce de, comment vous dire, de complicité très puissante qui s'est établie entre les puissances occidentales et le régime algérien, qui est un des facteurs fondamentaux pour comprendre et expliquer sa pérennité. Voilà. Mais ça, il faut dire que le dispositif qui a été mis en place pour organiser l'impunité, et l'impunité de tous les criminels, hein, qu'il s'agisse de ceux qui se battaient soi-disant au nom de l'islam, ou de ceux qui le faisaient au service de l'armée, de la police politique, l'impunité mise en place, le dispositif d'impunité est extraordinaire, parce il y a plusieurs étages. Le premier étage, c'est pendant que les crimes eux-mêmes étaient commis, on organisait la désinformation sur ces crimes. On disait, il y avait des faux barbus, des faux barrages, ils ont comment dire, le noyau dur qui a conduit cette guerre civile, cette guerre contre les civils, pardon, entre 92 et 98. Ce noyau dur, il a repris toutes les méthodes de l'armée française pendant la guerre de libération, toutes ces méthodes dites de la doctrine de la guerre révolutionnaire, des méthodes où le cœur de l'affaire, c'était conquérir les cœurs et les esprits. Et donc l'action psychologique était centrale à côté des disparitions forcées, de la torture, des déplacements forcés de population, etc. etc. L'action psychologique. Et ils sont allés très très loin, plus loin que les Français encore, en organisant des faux maquis et en ayant un dispositif, il y avait un service d'action psychologique au DRS, dont le boulot c'était de produire des papiers pour la presse algérienne et mondiale, des papiers qui disaient le contraire de la vérité. Donc voilà, on a commencé par mentir sur les vrais responsables des crimes pendant qu'ils ont été commis. Ensuite, il y a eu le dispositif que rappelait Omar tout à l'heure, c'était les lois successives jusqu'à la loi de la Charte de la réconciliation de 2005, qui ont fait qu'il était plus possible, soi-disant tout le monde se réconciliait, seuls les responsables de crimes de sang seraient jugés, ce qui s'est révélé parfaitement faux là aussi. Et donc là, c'était interdit, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, en Algérie, c'est interdit. L'Algérie est le pays, une armée dont le chef d'état-major est le plus vieux du monde, bientôt 80 ans, ce qui est quand même extraordinaire. Mais c'est le symbole justement de cette incapacité de se renouveler. Et c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant pour compléter l'inquiétude de Razi sur la capacité de ce régime à gérer la crise régionale. C'est aussi qu'on se dit, mais qui peut faire quoi? Ce n'est pas les oligarques en peau de lapin qui pensent qu'à s'en mettre plein les poches, à petite échelle, si on peut dire, par rapport à leurs aînés. Et donc, voilà, et donc il faut regarder les espoirs ailleurs. Je pense qu'il y a quand même, heureusement, dans la société algérienne, des choses qui bougent à tous les niveaux, et qu'on voit relativement peu, parce que les médias ont gardé l'habitude de masquer ou de manipuler, mais néanmoins, il y a des choses qui bougent, y compris d'ailleurs sur la question de l'impunité des droits de l'homme. Enfin, moi, je ne connais pas de précédent historique à ça. Un chef d'État d'une nation qui dit à une autre nation, à son gouvernement, à son peuple, voilà comment vous devez voir votre histoire. Donc, je cite ce qu'il a dit. Il a dit « En Algérie, l'histoire est totalement réécrite et ne s'appuie pas sur des vérités. » Waouh! Mais d'abord, qui est-il pour se permettre ça? Et il se trouve qu'il est président d'un pays, la France, mon pays, n'est-ce pas? Où, si l'histoire a été réécrite,
c'est bien chez nous, et notamment notre histoire coloniale. Non seulement elle a été réécrite, mais elle a été effacée. Il se passe qu'après la Seconde Guerre mondiale, les peuples colonisés commencent à se révolter de mille façons. J'y reviendrai dans un instant. Et surtout, il se passe que certains, les Algériens, ceux qui ont subi la colonisation la plus longue, se lancent dans une guerre de libération nationale, en 1954, comme chacun sait, qui va durer 7 ans. Une guerre qui va faire des centaines de milliers de victimes. En 1962, finalement, le général de Gaulle, qui avait pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État en 1958, justement complètement lié à la guerre d'Algérie, le général de Gaulle va accorder l'indépendance à l'Algérie, il va y avoir le référendum qu'on sait, et l'Algérie devient effectivement indépendante après avoir arraché sa liberté, son indépendance, n'est-ce pas? Mais alors, ce qui se passe en France, et qui est tout à fait extraordinaire, c'est que tout d'un coup, du jour au lendemain, dès l'automne 62, cette histoire-là disparaît. Et pendant plus de 2 décennies, on ne parle plus. 3 décennies avant, dans les manuels scolaires, on disait l'Empire français, on montrait des cartes avec toute la France répandue partout. Et tout d'un coup, plus rien. De Gaulle va couvrir la France de monuments aux morts de la Seconde Guerre mondiale, en hommage aux résistants, et on va effacer toute la séquence des guerres anticolonialistes à partir de 1945, et en particulier de la guerre d'Algérie. Et en effaçant la guerre d'Algérie, dont plus personne ne voulait entendre parler en France, on efface ce faisant non seulement la colonisation de l'Algérie, 132 ans, c'est quand même pas rien, une colonisation de peuplement, la plus importante dans l'histoire occidentale, mais on efface tout le reste. La colonisation de l'Afrique subsaharienne, la colonisation de l'Indochine, la colonisation des Antilles, la première colonisation avec l'esclavage, la France était une grande puissance esclavagiste, tout ça, poubelle de l'histoire. Et aujourd'hui, M. Macron se permet de dire que les Algériens falsifient leur histoire. Mais quel est le premier pays qui a falsifié son histoire dans le monde occidental? C'est précisément la France, où elle a effacé tout souvenir de cette colonisation. Et ce faisant, on va enlever, disons, de la représentation des Français, en particulier des jeunes Français, ce qui s'est passé à la Libération. Il ne faut pas l'oublier, ça commence dès 1944 à Tiaroy, au Sénégal, où des anciens tirailleurs sénégalais vont être massacrés simplement parce qu'ils avaient l'outrecuidance de réclamer leur solde, n'est-ce pas? On ne sait pas exactement, il y a plus de 100 morts. Ensuite, on a Sétif, mai-juin 1945, Sétif, Guelma, en Algérie, où tout d'un coup, là aussi, une révolte populaire algérienne est réprimée au prix de au moins 15 000 morts, où l'armée tire l'aviation, enfin des massacres absolument horribles. Ensuite, Haiphong, pareil, en Indochine, au Vietnam, bombardé avec des milliers et des milliers de morts. Mais on pourrait continuer comme ça. Hein. Madagascar, 47-48, des dizaines de milliers de morts, peut-être 80 000. On ne sait pas, on ne saura jamais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la France, pour la France, l'empire colonial, comme je le disais, c'était constitutif de cette fameuse Troisième République après, et c'est finalement pendant la Seconde Guerre mondiale que De Gaulle s'est appuyé sur ces colonies pour, n'est-ce pas, essayer de contrer le régime de Pétain. Donc, d'une certaine façon, l'empire colonial, il était structurant pour le pouvoir français. D'où cette volonté d'écraser à tout prix les révoltes des colonisés, des indigènes, il fallait les écraser. Et donc, ça a été le Cameroun aussi, le Cameroun dès 1955 à la fin des années 60, début des années 70, c'est une guerre secrète coloniale qui a fait presque autant de morts qu'en Algérie, une guerre absolument abominable, parce que l'Union des populations du Cameroun, justement, était une mobilisation qui représentait l'ensemble de la population, et c'était des gens qui voulaient vraiment devenir indépendantistes. Et bien donc, on les a écrasés. Quand on n'a pas pu les écraser, le cas de l'Algérie, on a bien été obligé d'accorder cette indépendance, mais dans tous les autres cas, c'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que pour préserver cette puissance française, n'est-ce pas, qui était d'abord colonialiste, on va faire des fausses décolonisations. Et les indépendances accordées en 1960 à tous les États subsahariens, tous les États d'Afrique noire, comme on disait à l'époque, n'est-ce pas, ce sont des indépendances en peau de lapin. Les constitutions sont fabriquées par des constitutionnalistes français, et elles incluent des clauses de répression et des clauses d'accord de défense avec l'ancienne métropole, comme on disait. Et en vérité, et on va éliminer, quand il y a des responsables politiques africains, je pense Sylvanus Olympio par exemple, ou des gens comme ça, on les assassine. On les assassine, ou bien qu'ils se révoltent comme Sékou Touré en Guinée dès 1958, la France va déclencher une violence extrême, n'est-ce pas? Bon. Et donc, on va créer ce qui s'appellera bientôt, ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique,
Et cette France-Afrique, et là on revient, je m'excuse d'être un peu long, mais on revient à l'explication, la sortie de Macron, c'est que comme ses prédécesseurs de la Ve République, depuis le général de Gaulle, n'est-ce pas, eux, ils essaient d'entretenir le mythe d'une France impériale, coloniale, n'est-ce pas, aussi puissante qu'elle l'était auparavant, en maintenant sous son contrôle, sous sa domination terrible, extrêmement violente, des populations entières dans les 3 continents, n'est-ce pas? Et donc, pour ça, on a besoin de cette France-Afrique, on a besoin, et on se conduit toujours comme si, pour Macron, la France est toujours un pays impérialiste et colonialiste, évidemment, il ne le reconnaît pas comme tel, il ne le dit pas, mais tout son comportement, tous ses propos, tous ses discours sont imprégnés de ce qui a fait cette domination des élites françaises, comme on dit, en fait la grande bourgeoisie, le grand capital. Pourquoi ils étaient en Afrique? Pourquoi ils ont voulu y rester? Pourquoi ils ont créé la France-Afrique? Pour avoir non seulement, bien entendu, des affidés, n'est-ce pas, aux Nations Unies, des chefs de gouvernement qui votent derrière la France et qui dit que la France, quand même, voilà, ça fait partie des 5 États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce n'est pas rien, etc. Et aussi, bien entendu, pour piller les ressources de l'Afrique, comme ça avait été fait pendant toute la période coloniale, et comment on a continué à le faire, et on continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Le plus important, c'est que l'extraordinaire puissance de ce mouvement, sa durée, sa maturité, c'est un événement historique d'une ampleur sans précédent, et pas seulement à l'échelle de l'histoire de l'Algérie, moi je dirais à l'échelle mondiale depuis plusieurs siècles, n'est-ce pas? Et que donc ça reste, et que donc il est d'autant plus important, quels que soient les événements qui vont se produire dans les semaines et les mois qui viennent, qu'au niveau de l'opinion internationale, de l'opinion française en particulier, l'attention reste forte vis-à-vis de ce qui se passe en Algérie, et que le soutien que quelques-uns, peu nombreux, pas assez nombreux malheureusement, essaient d'apporter à ce mouvement, continue à se manifester. Voilà. a pris l'initiative de réaliser un ouvrage collectif avec beaucoup de contributeurs d'Algérie, qui viennent d'Algérie, et qui ont vécu le mouvement depuis le début de son déclenchement, de faire donc un livre collectif qui essaie de rendre compte des causes, des conséquences et surtout de la nature et du développement de ce mouvement absolument extraordinaire. Le livre, il s'appelle Irak en Algérie, il sera en librairie le 20 février, donc juste à la date anniversaire du déclenchement du mouvement, et il est publié aux éditions La Fabrique. Bonsoir. وخرجنا للتغيير كاع شبيبة جزائرية